dans l'édition du 27 septembre du ZCL News. Nous serons avec vous comme d'habitude jusqu'à 14 heures. Nous allons recevoir dans un instant Gérard Bougri. Bonjour. Bonjour. Promoteur, il propose une manifestation le 1er octobre. Il va nous décliner tout à l'heure comment la Guadeloupe, sur le plan énergétique, peut transférer, supplanter la crise qui s'oppose à l'horizon. Ensuite, nous allons recevoir Patrick Solvay, les conseillers municipaux de Sainte-Anne. Il était adjoint depuis la petite révolution qu'il y a eu à Sainte-Anne. Il a régressé d'un cran, mais il va nous expliquer un peu ce qui se passe en ce moment à Sainte-Anne, puisque le conseil municipal de ce week-end, ça s'est plus ou moins mal terminé. On fera le point avec lui. Cynthia Lefaux, notre infirmière naturopathe et herboriste, est déjà avec nous. Bonjour. Bonjour. Elle va nous présenter les 2 derniers produits de sa gamme. Et puis on va terminer avec Barbara Montpierre à la rencontre de soi, comme chaque mardi désormais. Sinon, l'actualité, c'est la rencontre avec les restaurateurs. Il y a des choses qui se mettent en place. La 5e semaine de la création et de la reprise d'entreprise au Pôle emploi, c'est Maxime Morel qui était sur place. Et puis 2 petits mots sur l'animation des mangas. C'était ce samedi. Caribul présentait donc une journée manga. Les enfants étaient très impatients de voir et de participer. Reportage Vianney Valder. Voilà un peu le sommaire. Merci d'être avec nous en direct de Canal 10, en direct de C10 FM et aussi en direct de RHT, la radio haute tension. Alors, monsieur Bougri, pour vous, il n'y a pas de crise? Non, je dirais pas ça. Simplement, je tiens à me mettre en porte-à-faux, en faux par rapport à ce qui se dit et par rapport à ce qui se véhicule. Malheureusement, trop régulièrement, il y a des crises qui se multiplient, qui sont de moins en moins. Le temps entre chaque crise est de plus en plus court. Et ce qui fait que ça devient extrêmement compliqué de gérer un territoire dans ce cadre-là. Nous, on a la chance, encore une fois, de disposer de ressources dont j'ai prouvé l'existence et pouvoir exploiter, qui, dès lors que les choses seraient suivies et seraient mises en place, permettraient à la Guadeloupe de disposer de ces richesses, en tout cas de leur exploitation, et de ce qui en résulterait en termes de retour sur investissement à des niveaux considérables, à l'échelle de milliards. C'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes. Et parmi les spécialistes en question, je vous rappelle, et je le rappelle encore une fois, on était invité à la transition, à une émission sur un webinaire sur les parties transition dans les Caraïbes en général, avec un certain nombre de personnalités, dont M. Lafont, directeur de l'énergie et de l'eau à la région, dont M. Philippe Poitiot de la préfecture. Et enfin, on avait présenté à Canal 10 d'ailleurs, en fin de ce webinaire, M. Philippe Poitiot a dit, c'est quelqu'un de la préfecture, c'est pas Gérald Bougri, que les Guadeloupéens étaient des Qataris en puissance. Et moi, mon rôle, c'est d'arriver, le rôle que je me suis fixé, c'est d'arriver à faire en sorte que toute l'information nécessaire à la population puisse lui arriver. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'un des gros problèmes que je pense qui fait que la Guadeloupe n'est pas au niveau où elle devrait être d'un point de vue fonctionnement économique, parce que quand vous avez une ressource ou plusieurs ressources qui ont été identifiées, qui sont classifiées par d'autres comme étant capables de vous générer des milliards, c'est quand même bizarre d'avoir quand même 40% de chômeurs, de subir les intempéries comme on les subit, et puis au lieu d'être proactif, d'être toujours en train de suivre. Donc moi, j'amène tous les éléments qu'il faut, je me suis organisé avec une équipe pour pouvoir faire en sorte que la Guadeloupe, du plus petit au plus grand, de celui qui est cadre, de celui qui est dirigeant, de celui qui est malheureusement dans le cas de chemin, il puisse avoir cette information et qu'il ait la possibilité, je dis encore une fois, de participer moyennant 1 euro, à cette redistribution de richesses dont Madame la Première ministre, je le rappelle encore une fois, il n'y a pas très longtemps, Madame Borne est sortie d'une réunion et elle a dit, c'est écrit, je l'ai mis sur LinkedIn, que les énergies renouvelables génèrent énormément de revenus, elle le dit, et qu'il faudrait qu'une redistribution de richesses s'organise au plus près de ces productions. Alors, quels sont les atouts de la Guadeloupe? Les atouts qui sont peut-être pas visibles au grand jour pour tout le monde et que vous arrivez à identifier et qu'il faudrait montrer. D'accord. La première, c'est son intelligence citoyenne collective. Okay, parce qu'il y a, je vous l'ai déjà dit, on vous le répète encore, il y a énormément de Guadeloupéens qui, de par à l'étranger, sont experts dans tous les domaines. Un d'entre eux, par exemple, est ingénieur de mines et des ponts. Il est chez General Electric.
les gens qui sont censés, la société qui est censée nous fournir les turbines et les alternateurs le moment venu. Et donc voilà. Alors sinon, pour la partie, je dirais, énergie au sens physique du terme, on a aux ressources physiques ou richesses physiques, je dis, les éoliennes, il faut arrêter. Ça, oui. je ne cesserai pas de le répéter, de le dire. Pourquoi? Alors, expliquez pourquoi. Alors, je vous explique. À la base, le solaire et le vent et le soleil, en tout cas leur exploitation pour produire l'électricité, n'est pas naturelle. Okay? On est obligé de mettre en place des dispositifs industriels pour permettre de produire l'électricité. Et ces dispositifs industriels, déjà pour construire une éolienne, pour construire ce photovoltaïque, ça dégage du CO2, okay? Et donc ne sont pas adaptés parce que lorsqu'on les met en place, notamment pour produire de l'électricité, dans le cadre d'un mix énergétique qui est celui de la Guadeloupe, qui est extrêmement compliqué à maintenir, on a des problèmes, même en y rajoutant du stockage. Parce que l'électricité a cela qu'il faut qu'elle soit en permanence, il faut que l'offre et la demande soient en permanence équilibrées. S'il y a une variation, s'il y a des trucs qui arrivent sur le réseau en termes de changement de fréquence et autres, ça cause énormément de problèmes et ça peut être extrêmement dommageable pour tous les éléments constituant le réseau. Et il se trouve que dans la recherche de développement appliqué que j'ai faite, c'est 10, 15, voire, vous savez, par rapport à ce que j'avais déjà dit à plusieurs reprises sur Canal 10 même, on a pu identifier, enfin, elle avait déjà été identifiée, mais on a pu recaractériser la ressource dite de géothermie, d'une part, et d'autre part, intégrer une dimension qui n'avait pas été faite jusque-là, qui est celle de pouvoir exploiter la ressource avec une méthodologie dite de 4e génération. Parce qu'il y a différentes évolutions dans la technique qu'il y a d'exploiter la ressource. Par exemple, on n'a plus besoin aujourd'hui, là où vous devez en règle générale injecter de l'eau, récupérer la vapeur, etc., et ensuite réinjecter. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui permettent de faire tourner l'unité industrielle en boucle fermée, sans aucun rejet, sans aucun problème de réinjection et autres. Ça, c'est le premier point. De plus, la géothermie, elle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À nous de nous organiser pour faire en sorte que cette présence permanente de la ressource puisse être exploitée. Ce qui n'est pas le cas du soleil, puisque la nuit, il n'y a pas de soleil, et du vent, à certains moments, il n'y a pas de vent. Voilà. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est pour ça qu'on les appelle des énergies intermittentes. Et je vous dis, un réseau électrique, ça ne supporte pas l'intermittence. Il faut que ce soit constant en permanence. Donc, on a ça. Et je rappelle que les premiers forages d'exploration ont commencé en 1962. En 1962. Et par un curieux hasard, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais les Guadeloupéens n'ont pas intégré cette dimension, la dimension de ces ressources-là comme il le fallait. Et moi, j'ai fait le travail qu'il fallait bien pour pouvoir justement rattraper ce retard, repositionner les choses et faire en sorte que... Et on va avoir un problème encore plus dur parce que la France maintenant a fait le choix définitif du nucléaire avec tout ce que ça suppose. Les énergies renouvelables, de toute manière, je l'ai déjà dit aussi, EDF a fait les énergies renouvelables pour faire plaisir aux politiques écologistes, machin, etc. Mais à la base, leur cœur de métier, ça a toujours été le nucléaire. Et maintenant, ils ont fait ce choix-là. Donc, l'éolien, pour ces raisons-là... D'accord. Et le solaire, donc... Le solaire et l'éolien sont considérés comme des énergies intermittentes. Et à une époque, EDF les appelait des énergies fatales. C'est pour vous dire. Oui. Donc, et je ne sais pas pourquoi. Enfin, il y a eu une médiatisation de ces énergies-là, etc., qui a été beaucoup plus loin que prévu. Ce qui fait que l'État... On disait que c'était des énergies propres, c'était ça. Ah ben, c'est des énergies... Ce sont des énergies propres, mais vous pouvez avoir des possibilités d'être en propreté intéressant, en réduction de gaz à effet de serre intéressant, mais c'est pas ça qui va faire que lorsque vous allez l'appliquer à la fonction de production d'électricité, un réseau électrique, ça a des fonctions et des contraintes bien particulières. Voilà, physiques bien particulières. Si vous ne les respectez pas, ben vous avez ces problèmes. Donc, il y a la géothermie qu'on a prépositionnée, parce que moi, j'ai conçu tout un plan avec une équipe d'experts là-dedans, tout un plan de positionnement, de l'exploitation des ressources des ressources géothermiques. Alors, on parle de Bouillante, par exemple. Ah oui. Ça n'appartient plus aux Guadeloupéens. Non, c'est pas que ça n'appartient plus aux Guadeloupéens, c'est que les Guadeloupéens n'ont pas su être là où il faut, au moment où il fallait. Oui, bon, Okay. En tout cas, c'est vendu aux Américains. Mais c'est pas perdu. Oui. On a fait le travail qui va bien pour que ça ne soit pas perdu. Okay.
il se trouve justement, là encore pareil, par manque d'information, la France ne connaît pas la géothermie Haute-Enthalpie. Ils connaissent la basse énergie, ils connaissent la moyenne énergie, ils ne connaissent pas l'Haute-Enthalpie. Pourquoi? Et pour cause, la seule centrale qui était à Haute-Enthalpie, enfin à haute chaleur, etc., à température, ben, elle était à bouillante. Voilà, il y a eu comment ça s'appelle, il y a une petite centrale qui tourne du côté de Sousse-la-Forêt avec quelqu'un que je connais bien, Jean-Jacques Graff, par ailleurs, mais qui n'a pas du tout les mêmes rendements ni la même puissance que géothermie bouillante actuellement. Et nous, on a fait le travail qui va bien pour, d'une part, approfondir ce que c'était que la géothermie avec les experts qui vont bien, d'une part, être avec EDF SEI à la Défense pendant 5 ans avec des réunions techniques pour les électriciens pour faire en sorte que cette géothermie 4e génération, EDF puisse appréhender, parce que pour pouvoir injecter, il faut aussi que vous puissiez respecter les référentiels techniques d'EDF. Et là, je peux vous dire que c'est pas... Parce que au moment où ça se précisait, on n'a pas senti chez EDF la volonté d'investir réellement dans la géothermie. C'est pas EDF. On est toujours aux industries, à l'électricité avec fossile. Monsieur Zandonis, oui. EDF fait ce qu'il fait dans les zones non interconnectées, donc dans les entités sont parties, par dérogation. Oui. Depuis les années 2006-2007, le marché de la concurrence de l'électricité est ouvert. Donc EDF ne peut pas faire production, transport, distribution. Oui. Mais si on ne fait pas ce qu'il faut, nous, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils prennent la place ils le font à notre place. Ils proposent de le faire à notre place. En plus, avec l'historique qu'ils ont, c'est possible. Logiquement, et je le répète encore une fois, je cesserai de le répéter, la région Guadeloupe, en tout cas la gouvernance, a les possibilités, aurait dû avoir les possibilités, aurait dû s'intéresser, etc., pour faire en sorte que les ressources qui sont prépositionnées, telles que je viens de vous dire, par exemple, la géothermie Haute-Enthalpie dans le Sud-Basse-Terre, en plus, il y a une fille qui s'appelle Alexiane Favier, qui a fait une thèse ces dernières années, qui a présenté la thèse en décembre 2019 à l'UAG, qui a dit que le potentiel en géothermie Haute-Enthalpie dans le Sud-Basse-Terre était beaucoup plus conséquent qu'on ne le pensait. Déjà, alors, mais quand on vous dit ça, vous êtes en charge, vous avez l'habilitation énergie, vous avez les capacités pour pouvoir faire un certain nombre de choses, mais vous ne le faites pas. Qu'est-ce qui se passe? Dans l'outil, le document cadre que l'État a mis en place depuis 2015, qui s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, ben, si vous vous contentez d'être simplement celui qui dit EDF a dit que d'ici 2028 il faut 516 mégawatts supplémentaires, que devant un parterre de socio-professionnels dans lequel la population guadeloupéenne n'est pas représentée au sens lambda du terme, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez un tas de sociétés étrangères, X ou Y, quelques entreprises guadeloupéennes qui se réunissent et qui disent, voilà, ben, s'il faut tant d'électricité pour 2028 dans le domaine du photovoltaïque, dans le domaine de l'éolien, dans le domaine de la géothermie, nous, on a ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Et je dis qu'aujourd'hui, compte tenu du contexte, je l'avais déjà dit avant, la gouvernance locale doit se donner les moyens de dire, la Guadeloupe, à 45 ou 50% de misère sociale, et avec l'inflation aujourd'hui, je ne sais même pas où ça va aller, elle préempte une grosse partie de ce qu'il y a à fournir en termes de production d'électricité. Et comme ça rapporte des millions et des millions et des millions d'euros, je rappelle, juste pour l'occasion, je ne vais pas rentrer trop dans les chiffres, quand vous avez, par exemple, pour prendre simple, une centrale géothermique, je prends celle-là, de 100 mégawatts. À géothermie Haute-Enthalpie, il y a 14 cents sur kWh, donc 140 € le mégawattheure. Vous arrivez à avoir un chiffre d'affaires par an de 110 millions d'euros. Et un bénéfice de 90 millions d'euros par an pendant 15-20 ans. Si vous... je suis désolé, mais... Et on a les techniciens pour pouvoir le faire, on a des gens hyper qualifiés. Je vous dis, chez General Electric, ceux qui ont le truc, il y a des Guadeloupéens qui savent faire. Alors, et de surcroît, je tiens à le redire, parce que les gens me disent, ouais, mais où tu vas chercher l'argent pour les investissements? L'ONU, en 2009, a mis en place ce qu'on appelle, à la conférence de Copenhague, toute l'infrastructure et vu les montages financiers qu'il faudrait, ce qu'on appelle la finance verte, la finance durable. Dès lors que vous êtes un pays, vous êtes un territoire, vous êtes, je sais pas trop, les éléments qui permettent de savoir que vous êtes en synergie avec vos gestionnaires de réseau, que le projet que vous portez est reconnu comme techniquement intéressant, vous pouvez lever les fonds dont vous avez besoin sur les marchés financiers internationaux. Est-ce que, M. Bougré,
les gens de la région vous écoutent, vous entendent et vous écoutent. Je ne sais même pas s'ils m'entendent. Donc voilà, moi je sais que j'ai rencontré monsieur Chalus le 13 juillet 2021 avec monsieur Céleste et monsieur Blombou. On leur a, bon, je connaissais pas, ça faisait un paquet de temps que j'essayais de joindre monsieur Chalus, j'avais réussi à le joindre parce que pour le joindre, il dit qu'il a son numéro de portable, son machin, mais entre le joindre, avoir son, comment dirais, son WhatsApp et autres, envoyer les éléments et puis que derrière il vous répondre, ça c'est toute une chose. On a dit, on a répété, on a fait tout ce qu'il fallait depuis des années pour leur dire qu'il y a ci, pour leur dire qu'il y a ça, qu'il était possible, tout ce qui était possible et autres. Et curieusement, ce qui est marrant, c'est que le gouvernement français m'a toujours répondu, me répond encore. Mes compatriotes qui sont là ne répondent pas. La dernière fois, c'était en juin 2019. Le conseiller de Mme Girardin, M. Kyprianou Périmont, Kyprianou m'a reçu, il me dit, conseiller de Girardin, de la ministre, il me dit, monsieur Bougré, excusez-moi, mais je vous reçois, mais vous savez, c'est vous qui allez tout m'apprendre en géothermie enthalpie, je n'y connais rien. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, n'ayant pas de retour de la région depuis le 13 juillet 2021, donc nous, on a fait tout ce qu'il fallait, la région n'étant pas là, on a déposé le 31 mai dernier, moi plus toute l'équipe, un projet qui s'appelle UGA, Geo4G.H2, donc une Guadeloupe d'avance, géothermie 4e génération, point hydrogène. Oui. Le 31 mai dernier, c'est la première fois, à moins que s'il y a des spécialistes qui l'ont... Alors ça s'appelle UGA. UGA, une Guadeloupe d'avance. Géo 4G, géothermie 4e génération, point H2. D'accord. Et ce dossier que vous avez déposé à la région, il en est Non, où? pas à la région. Non, la région ne me répond pas. Je ne veux pas déposer de réponse à la région. Et attendez, la responsable, la directrice, comment ça s'appelle, la présidente de la commission énergie, je lui raconte tout ça, je lui envoie tout parce que Chalus m'avait dit, monsieur Chalus, enfin le président m'avait dit, ouais, il faut j'attendre qu'on mette la commission en place, que machin. J'ai attendu que la commission en place. C'était fait, je crois, en septembre de l'année dernière. Et je lui envoie toutes les infos, 15 ou 20 ans de synthétiser, etc., dans des dossiers, et on échange. Et je vois bien que, bon, au fur et à mesure qu'on échange, on a rencontré Lafont, etc., elle est plutôt, elle n'arrive pas à bien appréhender tous les éléments, et surtout, on voit pas comment les actions vont pouvoir se faire derrière. Oui, eh bien, attendez, moi j'ai vu tout ça, qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai déposé le projet à la préfecture. Okay, et quand je leur ai dit ça, enfin je lui ai dit ça, elle m'a dit oui, ben maintenant on va savoir, on va voir qu'est-ce qu'il retourne. donc voilà. Et c'est comme ça que les choses continuent. Le préfet a une approche, j'ai envie de dire, plus méthodique vers ce projet. Alors déjà, première des choses, lorsque en 2019, je crois, ou en 2018, lorsque j'ai envoyé, parce que chaque fois qu'il y a eu un président de la République, je me suis arrangé pour faire en sorte que le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de l'Outre-mer soit informé de nos travaux, en dehors d'EDF, qui nous a fait une lettre d'intérêt pour nos technologies, j'oublie pas de le dire. J'envoyais régulièrement au président, en 2017, au président, monsieur... Emmanuel Macron, oui. Les infos pour lui dire géothermie bouillante, c'est pas ce que vous croyez, il y a une équipe derrière qui a fait que, etc. Ils m'ont répondu, enfin son cabinet, François Avielos, première fois, une deuxième fois, etc. Et ils me répondaient systématiquement dans les 2 mois qui suivent, parce que je les informais des travaux que je menais. La dernière fois que j'ai envoyé un courrier, c'était en août le 5 août 2019, je crois. Eh bien, imaginez-vous qu'au lieu d'attendre 2 mois, le 7 août, ils m'avaient répondu. Parce que je leur avais dit que la Guadeloupe allait exporter de l'hydrogène provenant de l'électricité qui sera électrolysée par la géothermie haute enthalpie. Monsieur Zandonis, la Guadeloupe, c'est ça aujourd'hui. C'est ça, c'est l'abondance. Qu'est-ce qui manque? Il manque rien. C'est simplement la rapidité avec laquelle l'administration française va instruire le dossier, parce que pour arriver à monter, parce que nous, on a 2 choses qu'on a proposées. On a reproposé à l'État français de racheter les 40% qu'ils possèdent dans géothermie bouillante, 20% à la Caisse dépôt, par la Caisse dépôt, 20% par
de la BRGM, hein, bon, voilà, on peut le faire. Enfin, en tout cas, la région pourrait le faire en un claquement de doigts, enfin, selon moi. Donc, on a fait ça et on a déposé le projet de production d'électricité à partir de la géothermie pour Autant-Alpi, qui va nous permettre en même temps de monter une unité de production d'hydrogène qui sera réellement vert. Parce que beaucoup de gens parlent d'hydrogène vert, sauf que avec le solaire photovoltaïque et éolien. Mais lorsqu'on prend les solaires photovoltaïques et l'éolien, la mécanique qui permet de produire ou de fabriquer les éoliennes et tout le reste, c'est fort émettrice de CO2 et c'est pas donc un hydrogène tout à fait vert. Seul qui permet de le faire, l'hydraulique et la géothermie. J'ai prévu la géothermie dans le sud Basse-Terre, Oui. okay, l'agrivoltaïsme dans le nord Basse-Terre, les STEP, des stations de transfert d'énergie par pompage, hautement intéressantes aussi, énergie marine, dans le nord Grande-Terre. Là, au centre, tout ce qui est boucle locale énergie positive avec des éco-quartiers pour lesquels j'ai entamé des échanges avec Cap Excellence là-dessus. Et la Riviera du Levant pour tout ce qui est tourisme et hôtellerie du 21e siècle. C'est-à-dire faire en sorte que les hôtels consomment le moins en moins d'énergie. On a un projet qui est prépositionné avec monsieur Vion pour ça. Et à chaque fois, dans chaque communauté d'agglomération, vous avez donc la possibilité de mettre en place un dispositif qui répond à un marché, parce que les gens oublient que j'ai toujours dit, les entreprises, il faut qu'il y ait un marché, un ou plusieurs marchés pour le produit, le système, le matériel ou l'idée que vous avez de développer. Et vous avez ensuite, il faut qu'il y ait une demande solvable. Donc on peut me dire tout ce qu'on veut, je répète encore une fois, voilà l'une des clés, sinon la clé pour que la Guadeloupe se sorte à travers de ses fonds propres, l'exploitation de ses ressources telles celle-là, en mode de surcroît coopératif, participatif et solidaire, parce que l'État a mis en place, le législateur, des structures, des types de structures, hein, SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif, entreprise solidaire d'utilité sociale, entreprise à mission, etc., etc. Elle a mis en place, ils ont mis en place aussi ce qu'on appelle la CNDP, la Commission nationale de débat public, qui permet que lorsque vous avez sur un territoire quelqu'un ou une société ou une équipe qui vient pour mettre en place une activité, vous avez la possibilité de les saisir pour faire en sorte que les habitants du territoire puissent être informés de la manière la plus large possible de ce qui va se passer sur leur territoire et pouvoir donc donner leur avis pour que, oui ou non, on mette en face avancer cette activité. Ce que n'a pas fait, ce que la région ne fait pas, ce que personne ne fait ici. Nous, on a saisi la CNDP pour leur dire, vous avez réussi à faire ça avec le G400 en France, la Guadeloupe a besoin, le petit jeune du 4 chemins, il faut bien qu'il puisse aller, il faut bien qu'il soit informé. Donc, s'il ne l'est pas, il ne pourra pas prendre des décisions à s'appliquer. C'est sous ces dossiers que vous allez faire cette conférence, cette réunion, le 1er octobre au Lamentin. Tout à fait. Alors, enfin, sur ça, et pour le fait aussi de rappeler aux personnes, parce qu'il y a les élections qui sont passées il y a pas très longtemps, et je répète que la France ayant fait le choix du nucléaire, il y a des décrets, il y a des lois, il y a d'autres éléments législatifs sur lesquels il faudrait travailler. Il faudrait déjà que ça n'apparaisse pas, mais malheureusement c'est sorti. Un exemple tout simple. On va devoir se battre. C'est pour ça que j'ai mis aussi une plateforme d'information sur change.org. Imaginez qu'aujourd'hui, en 2009, écoutez bien ce que je vous dis, 2009, LKP, le 17 juin 2009, l'État a passé une concession de 50 ans pour les gîtes géothermiques de géothermie bouillante sur 24 km². Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va devoir, par la suite de ce que va me dire probablement le préfet, on va devoir donc demander, parce que comme les Américains ils ont 60%, on va certainement devoir demander aux Américains la permission pour aller forer sur notre propre sous-sol. Ok, mais voilà. Monsieur Bougré, très intéressant. De toute façon, on va suivre ce dossier. Et j'imagine que dès que le préfet vous aura répondu, vous nous tiendrez informés de la suite. Même au fil de l'eau. Aussi bien que la création de la société coopérative d'intérêt collectif, oui, dans laquelle on a pratiquement aujourd'hui près de 2000 signataires, et qui ça va continuer pour faire en sorte que cette redistribution de richesse appartienne aux Guadeloupéens et pas... Et rendez-vous le 1er octobre au Lamentin à 9h du matin, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Et vous serez là avec d'autres intervenants. Voilà, il est 13h. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure. On remercie M. Bougré, qui est un inventeur, en fait, et quelqu'un de très actif dans ce domaine énergétique. On en a bien besoin, puisque l'Ukraine, c'est très loin de chez nous, et nous n'y sommes pas incident. Et donc, on retrouve tout à l'heure, en direct du Patrick Solvay, conseiller municipal de Sainte-Anne,
Il va nous dire un petit peu sa vision de ce qui s'est passé à Sainte-Anne il y a 2 semaines. Là, tout de suite. Voilà, nous sommes revenus avec vous. Il est déjà 13h07 minutes. Tout à l'heure, nous allons entrer en contact avec Patrick Solvay. Patrick Solvay, c'est le conseiller municipal de Sainte-Anne, mais avec un petit tour du côté des restaurateurs parce que les choses étaient un petit peu compliquées les 2 dernières années. Est-ce que ça s'améliore? Réponse tout de suite avec un reportage de Vianney Valverde. On regarde. Aujourd'hui, nous organisons une réunion à l'intention des restaurateurs de Guadeloupe. Donc, nous sommes sur le territoire de la Carle, au Palais des Sports du Gosier. Donc, le but, c'est de faire intervenir divers organismes. Donc, nous avons la CCI pour la partie formation. Nous avons le président du conseil d'administration de la sécurité sociale présent, la directrice de Pôle emploi Saint-François. L'idée, c'est de présenter les différentes opportunités, les différents moyens qui sont mis à la disposition des restaurateurs de Guadeloupe. Leur montrer aujourd'hui que notre association a toujours travaillé en étroite collaboration avec toutes les institutions dans l'intérêt des restaurateurs de notre territoire. Compte tenu de l'activité donc de l'association qui s'occupe donc de la défense des restaurateurs donc sur notre territoire, il y a notamment 2 formations qui les intéressent, tout ce qui concerne l'hygiène alimentaire et aussi la formation de permis d'exploitation. Ce sont 2 formations réglementaires que tout restaurateur se doit donc de pouvoir suivre pour être en conformité avec la réglementation, tant au niveau de l'hygiène alimentaire qu'au niveau de l'exploitation de débits de boissons. Il est important donc d'être muni d'un permis d'exploitation. Nous avons aussi toute une batterie d'autres formations liées à la gestion, à la comptabilité ou encore aux langues. Donc nous sommes là pour pouvoir accompagner les restaurateurs pour les aider donc dans leur fonctionnement, dans leur activité au niveau des formations. Et puis aussi de leur présenter un événement important. C'est un rendez-vous qui sera essentiel pour les restaurateurs de la Guadeloupe. C'est le Salon des restaurateurs des îles de Guadeloupe le 6 et le 7 décembre 2022 au WTC à Jarry. Donc préparer ce salon avec la collaboration des restaurateurs. Dans ce salon, il y aura tous les fournisseurs, tous les producteurs, toutes les institutions qui nous encadrent. Il faut savoir que l'association aujourd'hui est prise en charge par les services de l'État, par la région. Nous sommes accompagnés dans le but de structurer la filière. Nous avons aussi décoché le label de l'année de la gastronomie dans la dernière saison, justement sur le salon des restaurateurs. Donc c'est le rendez-vous des restaurateurs et c'est le salon des restaurateurs de Guadeloupe. Donc vous êtes tous cordialement invités, mais vous êtes aussi les bienvenus pour participer à l'organisation de ce très beau salon qui est notre salon. Voilà, on a noté le 6 décembre, Salon des restaurateurs. On verra un peu ce que ça va donner. Au World Center Pool, on va partir en direction de Sainte-Anne. Et Sainte-Anne, pourquoi? Parce qu'il y a un petit peu plus de 2 semaines maintenant, il y a eu un véritable tremblement de terre, un séisme, puisque l'ancien maire, Christian Baptiste, avait prévu que sa première adjointe, Madame Couriol, soit nommée après un vote maire de la commune. Et coup d'État, pratiquement, c'est son frère Franck Baptiste qui a pris le pouvoir. Comment ça s'est passé? Bien, au jour d'aujourd'hui, les choses ne sont toujours pas très claires, puisque ce week-end, il y a eu un conseil municipal qui s'est mal déroulé, puisque la plupart des gens de l'opposition ont quitté la salle. Patrick Solvay, bonjour. Bonjour Danick, mais j'entends très petit, donc est-ce qu'on peut augmenter le volume? Bon, on va augmenter le volume. Alors, je disais que depuis 2 semaines, la situation est un petit peu particulière à Sainte-Anne, puisque le maire qu'on attendait n'est pas celui qui est arrivé. Franck Baptiste a fait pratiquement un petit coup d'État, entre guillemets, démocratique. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, Patrick, entre les frères Baptiste? Alors, bonjour Danick, bonjour Canal 10, bonjour toute la Guadeloupe, et bonjour tout le monde qui a écouté nous, et particulièrement Moun Sainte-Anne. Donc, on a salué tout le monde, on a salué tous les sympathisants, tous les militants, tout le monde qui a supporté nous, et tout le monde qui a encouragé nous, et qui, si vous voulez, qui a analysé ça en ce sens-là, nous avons analysé. Alors, vous prononcez 2 mots Danick, vous dites un petit coup d'État et vous dites le maire qu'on attendait n'est pas le maire qui proclamait élu. Donc après un petit coup d'État, c'est un gros coup d'État. Et de toute façon, Danick, nous habitués, voir ça fait, mais nous pas comprendre que nous, à ces temps-là, ça toujours. Félix Otto,
effectivement, t'es victime de trahison comme ça. Les Ousans Girard, t'es victime de trahison comme ça, uniquement pour des intérêts personnels. Je là, nous dans le pays, là, nous apprenons la morale. Là, nous apprenons tout le temps, nous avons dit la rectitude. Là, nous apprenons, nous avons dit le respect, les valeurs, les vraies valeurs. Et pour nous avouer que nous tiens des propos dans des conférences, nous tiens des propos derrière des micros comme quoi que oui, il faut un changement dans le pays, il faut que les gens puissent croire en l'homme politique, en la politique et tout ça. Donc, je dis là, et pour ce même monde ça, des gens qui caillent debout devant les élèves, des gens qui caillent debout devant les stagiaires, des gens qui ont travaillé à recevoir des demandeurs d'emploi, et qui ont capé à être des mains en face et vont nous ces attitudes-là. Ça. Alors nous, en groupant nous, le nouveau maire mettait en place une méthode, une stratégie qui n'est pas du tout une stratégie en nous. Nous sommes parlé de complot, nous sommes parlé de toute vitesse, nous sommes affirmer et jour traité de faire surenchère et de même sous-communiquer, comme quoi, pour inscrire nous dans la continuité, que c'est Mme Lydia Farouk-Kouyol qui a succédé. Et après, nous avons mis l'équipe là en place, toujours pour continuer le projet qu'elle nous mettait en place en 2020. Oui. Et en 2020, nous avons un projet. Donc, projet là, ça, les gens qui défendent nous, contre d'autres gens qui dit que le projet là pas bon pour cette année. Or, le peuple élit nous, largement, en large majorité, le peuple validé le projet là, ça. Donc, projet là, ça, il a tiré de route. Mais là, on voit d'autres gens à l'équipe là, à majorité là, qui cherchent des gens à l'opposition, qui cherchent des gens qui combattent ce projet là. Ouais. Des gens qui disent que le projet là pas bon, qu'il n'y a pas de projet là, ça fait pour cette année, ou qui cherchent pour former une sorte de bloc, une sorte de coalition, uniquement dans un seul but de l'intérêt personnel. Ouais. OK? Pas dans l'intérêt collectif, encore ni dans l'intérêt de travailler pour cette année, dans l'intérêt personnel. Donc, oui, mais Patrick, là, on a dit l'intérêt personnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire intérêt personnel pour Franck Baptiste Jodla? Qui intérêt personnel là? Franck Baptiste voulait être maire à tout prix. Ah bon? Franck Baptiste voulait être maire au détriment de tout. Franck Baptiste transcendé, transgressé toute la moralité, toute la parole donnée. Parce que, Danick, il faut savoir quelque chose. On a eu une réunion le mardi, le 30 août. On a une réunion de majorité. Avec les 27 personnes, on a une réunion de majorité. Oui. À l'issue de cette réunion, on a sorti un consensus, un compromis. Le compromis, c'était quoi? C'était que Mme Farou allait poursuivre la politique du maire sortant élu, brillamment député, allait poursuivre cette politique-là, et que Franck Baptiste allait être adjoint au maire. Et il était d'accord à un moment-là, ça, la réunion, ça fait? Mais bien sûr, Danick. Mais nous sortir à l'air compromis là, ça, nous avec plaisir côté Danick, nous présenter Franck, nous présenter un petit canal, nous tenir un remerciement au lieu de nous faire un remerciement à Mme la Virée, plus parler avec nous, qui voulait nous échanger un petit moment avec. Franck Baptiste là, nous représenter encore comme premier adjoint. Il dit qu'il travaille avec Mme Farou sans aucun problème. La maman de Mme Farou, que je n'ai aucun problème avec ta fille et qu'on va travailler de pair, qu'on va travailler pour cette année. Je vais l'accompagner, je vais la soutenir. Mais alors, moi, je vais poser une question et poser une question là, peut-être aussi à Christian Baptiste, mais off. Est-ce que c'est une surprise ça qui fait là, mais c'est un bitin qui est déjà en bas fait? C'est une surprise parce qu'on n'a jamais cru que Franck était arrivé juste là. Nous tenons des bruits, Danick. Quand même, nous tenons des bruits quand même. Oui. Nous tenons des bruits, mais nous faisons le point veille et puis rentrer dans l'ordre. Il joue à deux réunions devant les militants du phare. Devant les militants du phare, il presque demande des excuses. Il dit qu'on bâton la main, qu'il a traversé des turbulences, tenu des turbulences dans la vie, on tenu des turbulences à un certain moment, et que bon, ça arrivait, mais bon, pas de problème encore. Mais alors, il y a un problème qu'a posé qu'on est là, Patrick, c'est ça, qui minorité, qui majorité, je de la Sainte-Anne. Eh bien, écoute, le nouveau maire a mis à l'écart des personnes qui ont été élues démocratiquement en 2020 par le peuple cette année. Oui. Donc nous sommes à une dizaine de personnes, peut-être même en plus lorsque les autres vont s'affranchir. Il a mis ces personnes-là à l'écart. Depuis son élection du 10 septembre, il n'a jamais pris contact avec ce groupe-là. Donc nous, voulant et ayant aussi le devoir, ayant aussi la volonté de travailler pour le peuple cette année, nous lui avons adressé un courrier.
Oui. Nous lui avons adressé un courrier J'ai vu le courrier. de nous expliquer sa position, parce que nous sommes des élus qui sommes élus démocratiquement par le peuple cette année, donc de nous expliquer sa position. Il nous a dit qu'il va nous rencontrer. Oui. Il a mis en place une réunion de majorité sans nous rencontrer. Il a mis en place le conseil municipal sans nous rencontrer. De plus encore, il a nommé Mme Mandré. Oui, j'ai vu ça. Oui. Sixième adjointe, oui. Qui est une personne qui est devant des enfants, qui doit avoir une certaine correction, une certaine valeur. Oui. Parce qu'elles forment des athlètes, elles forment des élèves. Il a nommé Mme Mandré adjoint au maire sans consulter Mme Mandré. Donc c'est pour ça que Mme Mandré a fait le point avec lui au conseil municipal. Et Mme Faro, étant le leader du groupe à présent, a fait une déclaration au conseil municipal en lui disant que lorsque les conditions de travail seront réunies, nous allons travailler pour le peuple cette année. Mais dans ces conditions-là, il faut qu'il nous explique comment se fait-il que nous avons un projet qui a été validé par le peuple en 2020 et qui va arriver à terme en 2026. Il faut qu'il nous explique comment l'opposition se trouve dans ce projet-là. Mais alors, aujourd'hui... Nous sommes mis à côté, volontairement, par le nouveau maire. Nous ne sommes pas en retrait. Nous réaffirmons encore notre position aux yeux de la population cette année et aussi à leurs oreilles. Nous leur disons que nous sommes les élus du peuple cette année, élus majoritairement et démocratiquement. Mais Patrick, nous avons été mis à l'écart par la nouvelle majorité. Enfin, mais Patrick, aujourd'hui, ton groupe, les 14 personnes qui n'ont pas été élues face à Franck Baptiste, vous êtes dans l'opposition ou bien vous êtes toujours dans la majorité avec Franck? Alors justement, on veut qu'il clarifie cette position-là, Daniel. Je ne peux pas te répondre là, savoir où on est, parce que nous attendons. Nous sommes là, nous attendons. Le gars n'a pas daigné de nous rencontrer. Donc nous sommes en attente pour savoir comment nous allons poursuivre notre travail au sein de l'hémicycle. Cela ne veut pas dire que nous ne travaillons pas de notre côté avec la population. D'ailleurs, samedi, j'étais avec les jeunes de Saint-Protais pour la distribution d'eau qui a été très mal faite, mais il fallait corriger tout ça. Enfin, passons. Mais là, c'est lui à nous dire quelle est sa position et pour savoir qu'est-ce que nous faisons, comment nous nous situons dans ce conseil municipal. Parce que pour le moment, il a choisi de s'allier avec l'opposition. Oui. Donc il faut qu'il nous explique pour savoir comment nous positionnons. Oui, j'avoue que c'est assez compliqué. Et alors, je pose la question parce que bon, tu sais très bien que la question a été posée aussi. On dit, ouais, qu'est-ce que peut-on arrangement que Christian Poinvet frère n'ayant pas fait? Non, c'est pas vrai. Non, mais après, parce qu'entendre ça. Non, mais attends, je clarifie un mot. Ce sont des fake news. Oui. Et connaissant le nouveau maire, c'est quelqu'un qui peut mettre en place toutes sortes de démagogies parce qu'il n'a pas digéré ce que nous avons fait vendredi à la face du monde et de la population. Parce que nous avons été droits, nous avons été respectueux, nous avons été corrects. Et notre déclaration, les deux déclarations tenaient la route et le peuple a compris. Nous avons dit que Mme Mandré a dit qu'elle ne peut pas se trouver en situation de travail là parce qu'elle veut comprendre comment elle se trouve là. Personne ne l'a informé. Et Mme Faro a fait une déclaration en disant que nous sommes des élus démocratiquement élus en 2020 dans une majorité. Aujourd'hui, nous avons été écartés par le nouveau maire. Depuis son élection, il n'a jamais daigné nous rencontrer, Daniel. Oui. Donc, mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que samedi, au dernier conseil municipal, une bonne partie des conseillers sont partis. Est-ce que chaque fois qu'il y a un conseil municipal, ils ont parti, qui Jean Mitara fait? Parce que... Non, alors, Daniel, il est responsable. Il a créé une situation. Oui. C'est lui a trouvé les voies et moyens pour retrouver une situation normale. D'accord? C'est lui qui a les clés pour retrouver cette situation normale. Nous sommes là, nous sommes des élus du peuple cette année, élus en 2020, démocratiquement et majoritairement. Donc, il a créé une situation. C'est lui, aujourd'hui, qui doit se donner les voies et moyens, qui doit se débrouiller pour remettre une situation normale, si tant est qu'on trouve je ne sais pas, un terrain d'entente, comment, je ne sais pas, c'est lui qui a les clés. Donc, nous sommes en attente, nous sommes là, et de surcroît, nous lui avons envoyé un courrier. Donc, ça veut dire que nous soucieux d'un travail là, qu'elle peut mettre en main, nous là. Nous voyons, il n'y a pas même lui qui écrit nous.
Normalement, en trahison comme ça, il doit être le lendemain qu'après attache à toutes ces mounas qui sont là. D'accord? Oui, bien sûr. Mais alors... Aujourd'hui, on entend parler du BTL de Montmey. On va mettre l'école Ginette Maragnès là. Mais c'est le travail de Patrick Solvay. Les nouvelles constructions qui vont avoir lieu sur le territoire de Sainte-Anne, l'école de Bérard qu'on va rénover, c'est Mme Farou qui a suivi le dossier. Les marchés publics, c'est Mme Laptès, Mme Mandré au sport, c'est elle qui a mis toute une dynamique en place au sport et même aussi fédéré tous les élus guadeloupéens. Donc nous sommes des élus qui sommes au travail. Nous avons bossé et on a un bilan. On peut mettre sur la table notre bilan, on peut mettre sur la table, on peut comparer notre travail, on peut tout ce que nous avons fait. D'accord, les récompenses Bocase, nous avons mis ça en place pour valoriser les personnes porteurs de tradition, porteurs de savoir. Nous avons mis en place la collecte des pratiques culturelles qui allait démarrer au mois de novembre là, sur le terrain. On a un projet avec candidat et avec l'école de Déhauteur pour couvrir l'espace, pour faire de cet espace un espace culturel et sportif, mais pour aussi que les enfants puissent bénéficier pour les activités sportives à l'école de Déhauteur. On a mis en place des projets, le relancement de la plage de Sainte-Anne. C'est notre collègue encore. Nous avons tous ce projet-là. Nous étions des personnes qui étaient au travail. Donc nous sommes là. Nous poursuivons notre mission. Nous sommes en contact avec la population. Nous attendons que le nouveau maire mette les voies et moyens en place pour reprendre le travail. Une dernière chose, Patrick, avant qu'on se quitte. Alors, j'ai cru comprendre et entendu Franck Baptiste dire qu'il continuait le projet, le programme de son frère Christian, qu'il n'était pas en opposition avec ce projet. Alors, ça veut dire que finalement... Mais Dani, mais il faut être logique. Il faut être logique. Comment il peut poursuivre le travail alors qu'il y a des gens qui sont à ses côtés, qui sont contre le projet? Tout à fait. Oui, c'est ça. Comment? Donc il faut être logique. J'entends les gens parler, et c'est pour ça que je dis que ce coup d'État-là, c'est quelque chose de... C'est pas un nom. Je ne vais pas oser m'attarder à qualifier ça. Mais lorsqu'on entend des personnes qui sont en responsabilité, des personnes qui ont la responsabilité d'une collectivité, parler de la sorte, je me pose des questions. Comment peut-on poursuivre un projet qu'un maire a initié avec des personnes qui sont contre le projet? Mais c'est torpillé ou que torpillé. Bien, Patrick, pour l'instant, nous allons rester là. Et l'opposition, et le nouveau maire, tous les deux tirés au bal à pied. Oui, nous allons rester là et nous allons suivre ça avec en fait, parce que de toute manière, il faut y expliquer un moment. Peut-être nous avons l'occasion de ces jours-là d'inviter. En tout cas, merci de la contribution, parce que probablement, ça permet de commencer à clarifier ça pour nous comprendre, parce qu'en cas assuré que même nous, les journalistes, nous ne comprenons rien à l'ensemble qu'a fait là actuellement. Mais Danick, c'est clair, et si vous interrogez les bonnes personnes, vous aurez les bonnes informations. OK, merci Patrick, en direct de Sainte-Anne. 13h24, tout de suite la cinquième semaine de la création de la reprise d'entreprise à Pôle emploi. Reportage Maxime Morel, on prend la pause et après, on va retrouver Madame Cynthia Lefort qui nous attend fortement. À tout de suite. La semaine de la Restart est un événement qui est organisé par Pôle emploi national et donc qui est décliné dans chaque région de France. Et cette semaine, Pôle emploi Guadeloupe organise cette semaine de la création d'entreprises et de la reprise d'entreprises avec nos partenaires locaux et les acteurs locaux de la Guadeloupe. Le Pôle emploi de Jarry accompagne les porteurs de projets sur le dispositif Mon entreprise, ma réussite, qui est un dispositif d'accompagnement renforcé et mis en œuvre sur l'ensemble du territoire et permet à ces porteurs de projets de répondre à leurs besoins, répondre à leurs interrogations et surtout lever les freins. Et pour ce faire, il y a une équipe de conseillères qui les accompagne avec un suivi régulier, mais couplé d'ateliers spécifiques à la création d'entreprises, sur la chronologie de la création d'entreprise qui permet d'identifier les étapes incontournables de la création d'entreprise, l'étude de marché, l'initiation à la création d'entreprise et les aides financières ainsi que le business plan. Très important de réunir en fait tous ces acteurs qui œuvrent autour de la création d'entreprises, puisque étant donné que nous sommes un dispositif et souvent nous avons des demandes dans ce sens où les porteurs de projets nous demandent qui voir, qui rencontrer pour leur démarche de création d'entreprise. L'entreprise a besoin en général de
il y a 2 personnes incontournables, c'est déjà le comptable ou l'expert comptable et vraiment la banque, donc là le Crédit Mutuel, pour les accompagner, pour les diriger, pour les aiguiller dans leurs projets professionnels et aussi, dans la mesure du possible, aussi leur ajuster leurs demandes. C'est-à-dire, dans certains cas, vous avez des rêves, donc là nous sommes là pour aider à concrétiser les rêves, mais également à dire tout ce qu'il faut pour que le projet se réalise et remettre les choses dans un cadre professionnel pour les accompagner au mieux. Voilà, on prend une petite pause et on se retrouve tout à l'heure pour parler avec Madame Cynthia Lefort, infirmière naturopathe, et ça tout de suite. Voilà, c'est le moment tant attendu de la naturopathie. J'ai 2 feuilles, comme ça. Ça, c'est une feuille que je connais. En paiement des autres qui n'ont pas feuille. Là, ça, tout le monde connaît ça. Et ça là, je ne sais pas te connaître lui, moi non plus. Alors, bonjour Cynthia. Bonjour Dani. Alors bonjour ça, tout le on monde. connaît. Oui, alors là, vous avez la feuille de fruits à pain. Le fruit à pain. Alors, on fait quoi avec? Du jus, des cosmétiques, où là, en l'occurrence, je fais le gel avec, pour le corps et les cheveux. Et figure-toi que ça marche très bien comme anti-moustique. Ah, comme anti-moustique. Ah bon. Avant, on chauffait la feuille, on la faisait en fumigation dans les maisons, les anciens, pour chasser les moustiques. Mais ça fonctionne très bien en gel aussi. Et en plus, sur les cheveux, ça ralentit l'apparition des cheveux blancs. J'en avais parlé déjà. Et c'est riche en oméga 6, oméga 3, vitamine C, vitamine E aussi. Donc, on le passe sur les cheveux ou sur la peau, c'est bon. En jus, c'est très, très frais. Ça apporte des compléments alimentaires. Alors, le jus, alimentaires. comment on fabrique le jus de fruits à pain? Le jus de feuilles de fruits à pain, c'est simple. On prend une jeune feuille. Oui. On retire les nervures, donc c'est toutes les parties centrales. Voilà. La partie centrale, d'accord. On récupère vraiment que la feuille, les feuilles même. Feuille, c'est-à-dire ça, toute cette partie-là. Voilà, exactement. Ouais. On passe au mixeur avec des glaçons, du sucre et un peu d'eau. On filtre et on boit. Et on boit. Bon, c'est noté. Vous avez bien compris que la feuille de fruits à pain, c'est mieux que de boire du Coca-Cola. Ah, c'est clair. Et de l'ordinaire en pot. Alors, faire des jus de feuilles à fruits à pain, ça va gaspiller de tous côtés. Il suffit simplement de couper, tirer ça, et puis on va mixer. Et puis, deuxième feuille, chaya. Là, on a le chaya. Oui. Donc, le chaya qui est originaire du Yucatan et endémique en Amérique centrale. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle aussi manioc bâtard. Donc, les gens connaissent plus sous le nom de manioc bâtard. C'est une plante qui pousse en Guadeloupe, hein. On en a un petit peu partout. Oui. On le confond parfois avec le papayer. D'accord. Mais sauf que quand on regarde le papayer, là, il monte et les feuilles sont hautes. Que là, le chaya, il y a des feuilles tout le long de la branche. Donc, c'est une feuille qui va s'utiliser en alimentation. Donc, on prend la tige, on la coupe en petits morceaux. Oui, exactement. Oui. On la coupe en petits morceaux et on fait revenir comme les haricots verts. Et on mange ça comme ça. C'est très bon, oui. Et quelles sont les vertus du chaya? Alors, les vertus du chaya, donc, ça agit sur l'anémie. Il faut savoir ça, c'est très riche en fer. C'est une plante qui est très, très riche en fer. Donc, on ne va pas manger ça tous les jours parce que sinon, on aura un taux de fer trop élevé. Oui. Mais on peut, quand on est à S, par exemple, les porteurs sains de la drépanocytose, donc avec cette fameuse carence en fer, on peut l'utiliser en infusion. Voilà, pour augmenter son taux de fer. Ça agit aussi sur l'asthme, ça agit sur l'ostéoporose, donc ça traite l'ostéoporose, les maux de tête, les varices, les hémorroïdes aussi. Ça améliore la vue, ça agit contre les infections de gorge, ça détoxifie le foie aussi, ça va réguler le taux de cholestérol, donc c'est une très très bonne plante. Alors tout ce que je dis, ce sont des informations que j'ai récupérées dans des données scientifiques. Donc, ça a été déjà scientifiquement prouvé. C'est très simple. Hein, vous allez la voir apparaître dans certains médicaments sous le nom scientifique de la plante qui est inscrite ici. Hein. Donc, c'est la famille des Euphorbiaceae. D'accord? Donc, regardez bien le nom scientifique chaya, manioc bâtard. Je voulais chercher. Et vous verrez que parfois, vous avez les principes actifs de cette plante qui vont apparaître dans les médicaments. Donc, on aura le nom du principe actif, mais sachez que c'est cette plante-là qui est présente dedans. Moi, ce que je propose en tant que préparatrice en cosmétique diplômée certifiée, c'est de vous réaliser des produits sous forme de baume pour que vous puissiez passer. Par exemple, vous avez des varices et vous voulez un baume au chaya pour passer contre les varices. Vous m'appelez, vous me dites, voilà Cynthia, j'aimerais bien avoir le baume chaya. Je crée le produit pour vous, vous venez chercher votre produit, vous le payez, vous repartez avec. On peut, par rapport à la vue, en faire aussi en infusion.
et mettre des compresses dans l'infusion. On prend la compresse, on la tord un petit peu et on met en cataplasme sur les yeux. On fait ça matin et soir tous les jours, ça améliore la vue. D'accord. Peut-être que je te verrai sans lunettes. Oui, sans lunettes, j'enlève, je mets mon... Voilà, ton cataplasme. Et on verra. Même besoin sans encore. Voilà. Bon, ok, c'est noté. Bon, et donc c'est une feuille on trouve un peu partout, donc qui existe en baume en poudre, en gel. En poudre qu'on met dans les repas. Voilà. Ouais. Et en fait, la poudre, elle est en vente avec aussi le gel de feuilles de fruits à pain à Toki, à Pointe-à-Pitre, où je serai cet après-midi jusqu'à 17h pour ceux qui me cherchent. Oui. Et vous pourrez l'acheter, elle coûte vraiment pas cher. Hein. On a fait un petit paquet de 5 grammes à 3 €, donc c'est abordable pour tout le monde. Sachant qu'on prend uniquement 2,5 grammes pour faire une infusion. D'accord? Parce qu'à savoir qu'une plante fraîche, une fois qu'elle est séchée, elle perd 80% de son poids. Ah, d'accord. Donc 2,5 grammes, c'est largement suffisant. Là, vous avez une magnifique image du gel de feuilles de fruits à pain avec ses vertus principales, donc la protection et l'hydratation. C'est noté. On est bien content de savoir ça. Le chaya, on va te connaître ça. Hein. Alors, Mimi, il faut tout, hein, s'ils ne sont pas connaître, chaya, si on ne sait pas fumer. Hein. Bon. Non, chaya, pas qu'à chaillot. Chaillot, bon côté. Bien, ben, c'est noté, Cynthia. Autre chose de... Oui. Oui. Alors, pour revenir sur le cuir végétal, donc le liège, je vous ai amené d'autres objets pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Et on peut faire exactement aussi la même chose avec les feuilles de banane. Donc là, en l'occurrence, on a la ceinture en liège, en cuir végétal. On a les petites sandales, donc là, la ceinture, les petites sandales pour femmes, en liège toujours, très agréable, j'ai testé. Et pour toi, Danick, voilà, la version masculine des chaussures en liège. D'accord, en liège. Bon, c'est noté. Bien. Ben, on te remercie. Oui, un dernier mot peut-être. Oui, une toute dernière chose. Donc, pour les gens qui t'appelaient pour te demander où est-ce qu'ils pouvaient trouver, ça y est. Oui, voyez. Le site est ouvert. Ça s'appelle Kaliona, Kaliona.com. Oui. Vous pouvez commander en ligne directement vos produits. Voilà. C'est fait. C'est dit. Nature Nurse. Oui. Ok, merci Cynthia. Avec plaisir. Merci à toi. Voilà, il est 13h42. On part sur Caribule, puisque c'est le festival dans quelques jours. Et samedi dernier, il y avait une petite animation, petite, je fais un cas de le dire, parce que c'était en Lomoun, dans un supermarché de la région. On regarde un peu le reportage de Vayani Valverde. C'est parti. Nous sommes à Destrelong actuellement depuis 14 heures et donc on a une série d'animations qu'on a voulu organiser autour du manga puisque Caribule met en valeur justement l'univers manga mais pas seulement, il y a aussi la bande dessinée et l'album de jeunesse et donc c'est le premier temps fort qui annonce d'autres événements qui auront lieu donc à partir du 8 octobre au Fort Feur d'Épée au Gosier. Et donc voilà, donc cet après-midi, on a des cosplays, on a une série de jeux qui sont toujours autour du manga. Donc atelier origami, jeux de rôle, jeux de cartes stylisés autour de manga également. Vraiment valoriser l'aspect afro-manga et puis aussi associer l'univers manga avec notre culture guadeloupéenne. Puisqu'on va aussi, lors des différents forts aussi, on aura par exemple des contes dessinés. Alors j'ai beaucoup de questions, comment j'ai appris à dessiner, comment j'en suis arrivée là. C'est vrai que c'est un parcours assez difficile car en Guadeloupe c'est encore un petit peu bouché. Je suis indépendante et autodidacte donc ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi après des années. Donc là je tiens un stand de dessin où les enfants viennent, ils s'amusent, ils dessinent comme ils veulent et puis ils me demandent des questions sur mon parcours tout au long de leur dessin, c'est assez agréable. C'est une énorme opportunité pour moi, car il faut dire que ça fait du bien d'être reconnu pour le travail que j'ai fait et la sueur que j'ai fait couler dans mon bureau. Donc c'est important pour moi de montrer ce que j'ai voulu montrer dès le départ et je suis fière d'être invitée de la Caribule. L'objectif de ce festival, surtout, c'est bien valoriser les talents de la littérature caribéenne, autour du manga, de la bande dessinée et la littérature jeunesse et vraiment encore sensibiliser la jeunesse, sensibiliser en fait le public sur le livre de manière générale, la littérature de manière générale et vraiment créer cette émulsion autour de ce support qui est vraiment important malgré l'existence aujourd'hui, le développement des réseaux sociaux, ce qu'il y a sur Internet, parce qu'on dit aussi que les gens lisent de moins en moins et on voit que par rapport aux gens qui sont là cet après-midi, que c'est faux. On a vraiment des passionnés autour de cet univers-là et nous sommes contents.
Voilà, c'était du Caribule, mais d'une Guadeloupe. Bien, alors il est déjà 13h46. Le rendez-vous, le prochain rendez-vous de Caribule, c'est le 5, la conférence de presse, et puis à partir du 8, on aura l'occasion d'y revenir. Pour l'heure, on va retrouver Barbara. Barbara, c'est notre coach du mardi, et c'est tout de suite. Bien, bonjour à tous. Comme tous les mardis désormais, on retrouve Barbara. Barbara, bonjour. Bonjour Danick. Merci d'être avec nous. Plaisir de te revoir. Oui. Ça fait un bon laps de temps. Ça fait un bon laps de temps. Ça passe vite. Ça passe vite. Plusieurs mois déjà. Hein? Plusieurs mois. Mais en fait, tu es de retour, c'est l'essentiel. C'est ça. Donc, on va parler aujourd'hui, Barbara. Eh bien, écoute, je vais commencer par te dire, parce que j'étais absente pendant quelques mois, on l'a dit. Hein? Oui. Eh bien, écoute, ça a été aussi un challenge. Oui. De revenir aujourd'hui. Bon. Et ce sera d'ailleurs le sujet du jour. Déjà, puisque tu es là. Exactement, oui. C'est cela. Eh bien, si tu veux, en fait, les quelques mois qui sont passés s'expliquent aussi. Hein, il y a une absence, mais j'ai envie de dire que c'était pour revenir encore plus forte, toujours au service des téléspectateurs, que je suis ravie de retrouver. Un petit coucou en espérant vraiment que vous avez pris le temps de prendre soin de vous. Hein. Vous vous souvenez, je disais ça énormément. On l'espère, c'est important. C'est la base, hein, compte tenu de tout ce qu'on vit. Eh bien, Danick, en fait, ces quelques mois m'ont permis d'aller plus loin, de me challenger, notamment puisque par rapport à ma mission de vie, hein, qui est l'accompagnement, tu sais à quel point ça peut être important hein, pour moi. Et j'ai passé justement une certification en programmation neurolinguistique. Et bien, tout ça pour l'étage supérieur. Eh bien, on va dire un outil de plus hein, pour être encore plus en proximité et mieux comprendre l'être humain, puisque ça, c'est vraiment une base pour moi. Hein, on est dans l'accompagnement, c'est important pour mieux accompagner les personnes à mieux être au quotidien, à aller encore toujours plus à la rencontre de soi, Danick. Alors, si je comprends bien, dans la vie, on a toujours besoin d'un challenge. Mais c'est indispensable, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une nécessité. L'être humain a besoin d'être challengé au quotidien. D'ailleurs, j'ai envie de te poser une question avant d'aller plus loin. Est-ce que tu penses qu'on ne peut ne pas avoir de challenge? Est-ce qu'on peut vivre sans challenge? Mais non, parce que ça permet d'avancer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on décide de challenger, quel que soit le sujet, que ce soit dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, et je dis même dans sa vie amoureuse ou affective, il faut challenger parce que ça te donne une impulsion, ça te booste. Et c'est un booster, le challenge. Parce qu'on a un objectif, on se dit, faut arriver là. Et on visualise et on se projette. C'est ça, et je me souviens d'une conversation qu'on a eue récemment sur le démarrage du ZCL, qui est un sacré challenge pour toi. C'était il y a 8 ans, je me souviens, comme je dis le midi, je parlais à des poissons, parce que les gens ne savaient pas que cette émission existait, et on a démarré, et progressivement, je me suis dit, il faut que le ZCL devienne un rendez-vous normal et habituel le midi. Et au début, on était avec une jeune journaliste qui était avec moi, on a commencé. Puis progressivement, on a agrégé des gens comme toi, mais plein d'autres personnes, puisque je crois qu'à l'équipe ZCL aujourd'hui, il y a au moins près d'une vingtaine de personnes. Hein, sans compter les gens qui sont partis, revenus, etc., etc. Et c'est ça justement un challenge, c'est se dire, on crée une émission, il faut que cette émission soit intéresse les gens, et pour ça, mais on se donne des objectifs, et puis progressivement, on avance pas à pas, et puis au moment où on se dit, bon, le challenge commence à prendre. Eh bien, c'est ça. Merci pour ton partage d'expérience, hein, Danick. Merci d'ailleurs pour ta confiance, hein, puisque ça a été aussi un challenge de démarrer l'aventure il y a maintenant déjà plus de 2 ans et demi avec toi, auprès de tes téléspectateurs. Je me disais, est-ce que je pourrais, etc. Tu n'avais pas fait vraiment de la télévision, mais voilà. C'est ça. Et c'est un réel bonheur hein, de poursuivre cette aventure. Et tu vois, justement, on parle de challenge, parce que c'est vrai qu'aux différentes étapes, hein, on a différentes étapes, on a des cycles de vie. Et il est vrai qu'on voit beaucoup que ce soit
sur les réseaux sociaux ou à la télé. Beaucoup de personnes parlaient de challenge, mais on va se challenger sur 30 jours, que ce soit même les coachs, les coachs ou encore même les personnes qui sont dans le développement personnel, ou tout simplement une personne lambda. C'est parce que le cerveau en a besoin. L'homme en a besoin. Le challenge procure des effets physiologiques dans le corps. À ce point-là. Mais bien sûr, quand tu réussis quelque chose, quand tu en parles, quand tu as parlé du chemin parcouru pour le ZCL, tu as eu un faciès différent. Tu as commencé à sourire. Tu es satisfait de ton travail. Tout à fait. Et ça permet justement, avec les gens avec lesquels on travaille, eux aussi, parce que tous ces gens qui sont venus progressivement au ZCL, étaient aussi dans un challenge. Je me disais, bon, j'ai jamais fait de la télé, on me demande de faire de la télé avec Zandronis, qui est un professionnel, est-ce que je pourrais? Et finalement, tous les gens ont franchi les obstacles et petit à petit sont devenus de bons présentateurs, de bonnes chroniqueuses, parce qu'il y a beaucoup de chroniqueuses, des gens comme toi, et je profite pour saluer l'équipe, et puisque c'est la rentrée, et c'est vrai que tous ces gens-là ont challengé. Voilà, mais tu vois, ça me fait une belle transition. Tu as parlé d'obstacles. Oui. Alors, tout à l'heure, je parlais des effets physiologiques. Donc, sans compter, bien entendu, les hormones que procure le challenge, qui procure du plaisir. On va avoir plusieurs phases. On va avoir, avant de passer justement du fait, arriver au stade où je serai dans la phase de plaisir, eh bien, on va avoir un côté, une peur. Ça va déclencher des émotions comme la peur, un peu de stress, voilà, tout ce qui va être lié et ce qui est normal, puisqu'on sera en phase d'obstacles. Tu as parlé d'obstacles. C'est ça. Challenge, c'est de se dire qu'on est dans une situation de difficulté, où on sort de sa zone de confort, où on a des obstacles à franchir, une difficulté, et on se dit, bon, il faut que je passe le cap. Comment je vais faire pour y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Mais finalement, quand j'y arrive, eh bien là, c'est l'apothéose, c'est le plaisir, l'adrénaline, dopamine, enfin toutes les hormones qui génèrent ces effets, comme on disait, physiologiques dans le corps, qui sont nécessaires au bien-être de l'homme. L'homme a besoin de plaisir. Tu te souviens, on parlait beaucoup de plaisir. C'est évident qu'on a besoin de plaisir. Voilà. Eh bien, le challenge procure du plaisir. Quand on a franchi le cap de la difficulté, ça procure du plaisir et l'homme a besoin, le cerveau de l'homme a besoin d'être constamment stimulé. Donc, c'est entre autres pourquoi on va autant parler de challenge. Challenge-nous sur 30 jours, que ce soit pour la perte de poids, que ce soit pour faire une nouvelle saison de chronique avec Danick, que ce soit pour tous les projets qu'on peut avoir et il ne faut surtout pas négliger les petits commencements, se dire que je vais peut-être faire un jeûne intermittent, se dire que je vais arrêter peut-être de fumer, se dire que je vais arrêter de stresser, toutes ces petites choses finalement qui vont être assemblées, vont me procurer du bien-être, vont me faire passer du challenge à la réalisation, au défi que je réussis à mettre en œuvre. Tu vois, Danick? Oui, tout à fait, donc, je comprends ça. Voilà ça permet de surmonter les difficultés. C'est ça, exactement. Ouais. Mais justement, et c'est pour ça que la vie est faite de difficultés. Une fois qu'on a compris cela, on accepte. Et bien, on se dit, je vais jumper sur la difficulté. OK, ça peut être compliqué, mais quelles sont les ressources que j'ai à l'intérieur de moi pour réussir à franchir ces caps-là? Et c'est là où on va avoir toute cette force qui va se révéler justement utile pour franchir la difficulté et arriver à franchir le cap. Alors, je te pose une question quand même professionnelle. Oui. Quand on est coach, comment on aide les gens, les clients, les patients, je ne sais pas comment on les appelle, à franchir ce pas? Quel est le rôle du coach à ce moment-là? Tout à fait. Merci pour l'occasion qui m'est donnée. C'est-à-dire que la première chose, c'est que le coach, c'est un accompagnateur. Oui. Donc, on va accompagner le client dans la prise de conscience, la conscientisation. Prendre conscience de ce qui, au départ, va paraître comme étant des freins, des choses qui me limitent, et accompagner le client, justement, à se dire, ce qui me limite, finalement, qu'est-ce que j'ai comme carte à jouer, qu'est-ce que j'ai comme possibilité pour sortir de ces limites, qu'est-ce que je vais mettre en place concrètement, plan d'action, pour arriver à atteindre cet objectif qui, du coup, est un challenge. Donc, on a besoin du coach. Oui, tout à fait, Danick. Je ne peux que l'encourager, évidemment, sachant qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place aussi seul. Voilà, puisque le challenge, c'est tout au long d'une vie, c'est tout le temps, c'est au quotidien. Cela étant dit, effectivement, le coach, en tant que professionnel, va venir accompagner, parce qu'il y a des fois des choses qui nous limitent, qui sont tellement fortes. On parlait des croyances limitantes, on reviendra dessus. Il y a les blessures aussi de l'âme, les blessures du passé. Il va y avoir aussi les frustrations, le manque de confiance, d'estime. Et justement, ce
côté challenge, de se challenger, ça va venir booster l'autosatisfaction, ce sentiment-là. Ça va venir booster l'estime et la confiance en moi. Parce que quand tu en as parlé, tu t'es dit, ben voilà, j'ai réussi à mettre en place cette fameuse chronique. Aujourd'hui, et attention, en toute humilité, on voit le chemin parcouru, on voit le bien-être que ça procure aussi à ceux qui regardent, on voit ce que ça nous fait aussi à nous, puisque mine de rien, on acquiert des compétences, puisqu'on est sorti de la zone de confort. La zone de confort qui s'appelle zone de confort, même si on l'entend souvent répéter, c'est une réalité. Ce n'est pas une zone de confort parce que l'homme ne peut pas stagner. C'est soit on régresse, soit on progresse. C'est comme ça, et c'est une grande vérité parce que la zone de confort va faire qu'on va se mettre dans des habitudes qui finalement ne correspondront plus, à l'évolution même de l'homme. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important, tu vois. On a bien noté. Un dernier mot sur ça? Oui, bien sûr. Alors, ce que je vais dire rapidement, quelques techniques pour arriver à se challenger. Comme je le disais tout à l'heure, ne pas négliger les petits commencements. Ça va être quoi les petits commencements? De se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ça part de mes envies. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ce sur quoi je suis bloquée, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Donc, se poser des questions. Je parlais de la conscientisation. Des questions, premièrement. Et ensuite, je vais commencer par des petites étapes. Comment je peux réussir, par exemple, en une semaine, s'il s'agit de perdre du poids, est-ce que je peux éliminer de mon alimentation peut-être le pain? Et je me dis qu'au bout d'une semaine, je fais le point. J'ai pris l'exemple de la perte de poids. Mais c'est tout cet ensemble de choses qu'on peut mettre en place facilement pour commencer. Et au fur et à mesure, on franchit des caps. Voilà. Tu vois, Danick, c'est ça. Donc, très rapidement, après, on pourra aller plus en détail. Bien entendu, ceux qui le souhaitent peuvent me contacter aussi en privé, sur ma page Facebook, Instagram ou encore par téléphone 06 Il faut dire aussi que désormais, les téléspectateurs pourront t'interroger sur ta page Facebook et te poser toutes sortes de questions qui te permettront d'y répondre dans l'émission. C'est ça. Et juste pour continuer, Danick, je vais être très synthétique. Donc, juste termine le numéro 06 90 50 50 54, 50 50 54. Et pour dire que la chronique, justement, sera différente. Voilà. Alors, on sera sur la même base autour de la confiance en soi, s'aimer, soit aller à sa rencontre. Simplement, on va reprendre un format un peu plus dynamique. Voilà, on se verra plus souvent. C'est ça, on se verra plus souvent. On s'organisera aussi, du coup, pour que on reprenne les interventions. Il y aura des intervenants sur différents sujets. On ira sur le volet sentimental aussi. On en a besoin. C'est important, la vie aussi, ça compte dans la vie. C'est ça. On fera aussi, on fait un petit clin d'œil à Pascal qui était sur le générique. On va le revoir. Et enfin, on essaiera de faire aussi des appels. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on aura des chroniques où je préviendrai sur ma page Facebook et on verra par le biais du ZCL aussi, la communication qui sera faite, pour que nous puissions faire des appels en direct pour répondre à des questions de téléspectateurs qui d'ailleurs m'ont sollicité en privé pour qu'on puisse faire cela. Voilà, Danick. Quel va être le sujet de la prochaine chronique? La prochaine chronique, ce sera l'auto-sabotage, comment en sortir. Sacré sujet. Un gros sujet. En tout cas, merci Barbara. Merci. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Voilà, 13h57, vous avez bien noté que désormais, la chronique se fait chaque semaine. Et en plus, au bout de la 4e semaine, il y aura une possibilité de poser des questions en direct à Barbara, soit par son Facebook ou en direct au téléphone. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Je rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu aujourd'hui M. Gérald Bougré et que vous invitez à une manifestation qui se fait le 1er octobre à la médiathèque du Lamentin. Avec Patrick Solvay, on a fait un petit peu un point sur ce qui s'est passé à Sainte-Anne et qui continue de se passer. On essaie d'éclaircir un peu la situation qui est assez complexe entre le maire 1 et le maire 2 aujourd'hui. Cynthia Lefort est encore là, donc elle va nous faire un petit coucou. Coucou. Salut. Et je rappelle donc les feuilles à fouillapin et le chaya, qui sont deux médicaments, des aliments. Alicaments, exactement, c'est ce mot. On a terminé avec Barbara à la rencontre de soi sur le challenge. Osez vous challenger pour pouvoir avancer. Puis on a parlé de la rencontre avec les restaurateurs et le Pôle emploi, la semaine de la création de la reprise d'entreprise. Et puis on a terminé avec le Caribule. C'était samedi, ça ne fait que le début. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie. La réalisation a été assurée par Yann depuis lundi. Il sera là demain, Yann? Non, il paye là demain. Demain, c'est Jordan. Et nous, on se retrouve avec vous demain à partir de 12h30. Ciao, bye bye.